Alors, on va commencer pour cette table ronde où, parmi tous les sujets d'innovation qui sont évoqués aujourd'hui, c'est vrai que le sujet RH occupe une place particulière parce que c'est d'abord le facteur humain qui va permettre à toutes ces évolutions de s'implémenter dans de bonnes conditions. Et c'est vrai qu'on a souvent observé une moindre, parfois, attractivité en matière RH sur les secteurs financiers récemment. Mais surtout, on observe un marché de candidats, et ce marché de candidats permet à ces candidats d'avoir plusieurs offres avant de pouvoir choisir leur future aventure. Ce qui veut dire que ça complexifie également la capacité à attirer et retenir nos talents. Et c'est pour ça que vous allez voir ces belles initiatives que nous allons évoquer. C'est d'autant plus d'actualité, et puis ça permet aussi d'être matière à réflexion sur la meilleure façon, un, d'être attractif, et deux, surtout, de travailler la motivation durable. Pour cela, donc, j'ai la chance d'accueillir des intervenants de grande qualité qui ont des responsabilités diversifiées, ce qui va permettre d'avoir des points de vue très complémentaires. Je vais donc les présenter alors dans l'ordre. Donc Grégoire Villaume, vous êtes le managing director d'ING, en charge de tous les financements corporate. Marie Thieffry, vous êtes la DRH de la banque Nickel, qui fête ses 10 ans cette année et qui s'est créée en 2014 avec une forte valeur sociale et qui depuis a rejoint le groupe BNPP. Cécile Joly, vous êtes cofondatrice et la CEO de KLS. Alors KLS, c'est une société qui développe des solutions pour les financements, les investissements corporate et notamment les syndications. Et Chloé Claire, vous êtes la CEO de Namer, N-A-M-R majuscule, qui est une société de data intelligence qui est spécialisée dans la production de données destinées à révéler le potentiel de décarbonation et quelque part d'adaptation climatique du patrimoine immobilier. Donc, alors pour ma part, je suis Corinne Aurémus, je suis senior advisor dans le cabinet Vendôme Associés, qui est un cabinet de chasse de tête depuis plus de 35 ans dans les services financiers. Et à ce titre-là, nous avons en effet une vision globale et précise de ce qui se passe sur ces marchés. Je me propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et je vais peut-être commencer par vous, Chloé, dans la mesure où très souvent on dit oui, les fintech ou encore plus les green tech, c'est quand même facile en termes d'embauche. Or, c'est peut-être pas si facile que ça, ou en tout cas, eu égard à ce qu'on disait sur le marché de candidats, sur quel sujet vous êtes particulièrement attentive ? Oui, en effet, en préparant cette table ronde, je racontais une anecdote. Nemer, donc on produit des données sur la transition écologique, mais au final, la plupart des gens qui ont un levier pour faire bouger la transition écologique des particuliers, ce sont les assureurs, les banques et les institutions publiques. Donc on est très fort d'être une green tech et on vient de rentrer au palmarès des fintech. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourvu que mes équipes ne voient pas ça. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait quand même une problématique de vision qui était green tech, je vais faire venir des candidats, fintech, je vais faire venir personne. Bon, heureusement, on était numéro 1 sur le segment impact environnement, donc je leur ai dit c'est bon, on reste une green tech dans les fintech, tout va bien. Mais donc en fait, il y a cet aspect-là où on a l'impression qu'en effet, dans ce marché de candidats, l'impact, le sens est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Mais cela dit, après cette petite anecdote, je pense que, et moi je viens du BTP avant, donc je pense qu'en fait, aujourd'hui, les candidats sur cette question d'impact, c'est très important, mais ce qu'ils veulent, c'est pas qu'on les greenwash et qu'on leur dise on est la meilleure banque, on est la meilleure, etc., on est la meilleure green tech, c'est plutôt de dire quel est l'impact réel où on veut aller, et puis même d'être très transparent sur on n'a pas tout fait bien aujourd'hui, voilà la trajectoire qu'on veut se donner. Et moi, j'embauche des jeunes pour que justement, on puisse aller vers cette trajectoire. Et donc, je pense que c'est même encore plus vertueux d'aller dans des entreprises, et je ne parle pas des banques parce que je pense que c'est quand même plutôt plus, mais dans des entreprises qui pourraient être considérées comme brown, justement, si elles ont cette volonté d'aller vers le vert. Et donc, moi, je pense dans ce marché de candidats, en fait, si c'est plutôt pour des jeunes, avec cette notion d'envie d'avoir de l'impact et du sens, eh bien,
on doit en parler, on ne doit pas faire de greenwashing, mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, aucune société ne peut se permettre de ne pas avoir une trajectoire vertueuse et la mettre en avant et voir comment la personne qui va venir va pouvoir collaborer à ça. Alors, vous me disiez aussi qu'en matière d'onboarding, vous étiez vous-même aussi très impliqué, parce que toutes ces nouvelles têtes qui arrivaient chez vous, vous y faisiez vous-même attention. Oui, tout à fait. J'avoue que j'ai toujours un peu ce comparatif parce que j'ai fait 20 ans dans les grands groupes et puis maintenant je dirige une start-up, donc c'est toujours un peu le... Et quand je suis arrivée, je trouvais qu'on passait énormément de temps à l'onboarding des nouveaux collaborateurs, mais aussi des stagiaires. J'étais en mode, c'est bon, quoi, un stagiaire, quoi. Et en fait, l'onboarding qui permettait de les faire se sentir à l'aise dans l'entreprise, etc., faisait que juste après l'engagement, c'est pas du tout le même. Et donc, cette vertu-là, la vertu de passer du temps au début, pour qu'en fait la personne ose poser des questions, hein, tout simplement qu'elle ne reste pas 5 jours devant son ordi à tourner en rond avec un problème. La faculté de poser des questions, c'est d'avoir eu le temps, donné du temps au début. Et donc, c'est vrai que chez Nemer, on passe pas mal de temps. Tous les services rencontrent tous les nouveaux collaborateurs. On essaie de mutualiser un petit peu, mais quand même, on y passe du temps parce que c'est une entreprise qui fait des choses assez complexes. On met du temps à comprendre. Et donc, c'est un bon investissement. Même si au début, pareil, j'étais un petit peu circonspecte. Oui, parce que c'est sur votre emploi du temps aussi. Donc, alors Marie, c'est vrai que vous pouvez capitaliser sur une marque avec Nickel. Voilà, ça a une force sociale forte dès l'origine. Mais en fait, sur quel levier aujourd'hui, en 2024, vous travaillez surtout? Parce que le nickel d'origine, c'est plus exactement la même dimension aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Déjà, si tout le monde connaît Nickel, je vais passer rapidement, mais on est 4 millions, bientôt 4 millions de clients dans 4 pays, avec une forte valeur sociale. Donc tout ça, c'était des leviers d'attractivité très forts. Et le fait qu'on soit rattaché à un grand groupe et qu'on soit rentable permettait aussi de capter des populations qui aimaient bien l'esprit start-up, mais qui voulaient aussi avoir de la stabilité et de la vision. Donc ça, c'était nos atouts sur lesquels on joue beaucoup en marque employeur, en communication interne, etc. Donc ça, c'est les grandes forces. Ensuite, on a en interne la culture d'entreprise, très sociale, très RSE, etc. Donc ça, pareil, bel atout. Et là où on a dû faire des efforts pour bien maintenir, retenir, etc., c'était peut-être un moment quand les gens sont venus pour une start-up et qu'on a grandi, il y a eu un peu plus de lourdeur des fois dans l'organisation, avec des fois des contraintes aussi de BNP Paribas, contraintes qui sont nécessaires aussi. Hein. Mais il parlait toujours des risques, des risques, etc. Il y avait un atelier sur la fraude juste avant et on voit bien que le groupe nous aide aussi beaucoup puisque c'est des enjeux complexes. Voilà. Mais ça a aussi apporté de la complexité. Donc on a dû trouver aussi soit des profils qui se plaisaient dans ce type d'environnement, soit justement certains qui nous ont quittés, avec qui après on est resté en contact. Mais on a dû accompagner cette transformation. Ce qui peut être un levier aussi, c'est que vous êtes quand même dans un contexte de croissance. Hein. Donc, ça, par rapport à ces dernières années, le monde des fintech a été quand même assez secoué, comme d'autres startups, avec notamment des levées en private equity plus délicates. Donc ça aussi, c'est un des leviers qui vous permet d'attirer plus facilement par rapport à peut-être il y a 4-5 ans, je ne sais pas. Bien sûr, en fait, la croissance, ça a permis plusieurs choses. Déjà, les gens ont pu avoir plein d'opportunités de mobilité parce que comme on recrutait une centaine de personnes par an, c'était 100 postes ouverts en interne aussi. Hein, donc ça permettait justement d'avoir des évolutions transversales, d'avoir des évolutions évidemment en management. Donc on a beaucoup de personnes. Je vois qu'il y a un responsable data qui est là aujourd'hui. Quand il est arrivé, il y avait une équipe de 5-6 personnes, puis une équipe de 10 personnes, et après maintenant une vingtaine de personnes avec du management de management. Donc c'est des très très beaux parcours de carrière. Donc ça a évidemment permis ça. Ça a permis aussi des mobilités, mais je crois qu'on en reparlera plus en détail après, vers BNP Paribas. Mais en tout cas, voilà, des parcours de carrière qui étaient assez chouettes. Et je trouve qu'on a aussi, avec la croissance, accompagné la complexité. Les sujets sont de plus en plus complexes. L'internationalisation, c'était une période passionnante. On a commencé à travailler avec plein de pays, alors qu'on était très franco-français au départ. Et là, toute la différence culturelle qu'on a pu découvrir, c'était une période qui était très enthousiasmante. On s'est fait mal, hein, on a dû tous partir aussi sur l'anglais, etc. en réunion. Enfin, c'est des accompagnements, tout ça, de culture d'entreprise. Et je pense que c'était des challenges que les gens ont été contents de relever ensemble. Alors, Grégoire, ING, autre contexte. Alors, c'est vrai qu'il y a une visibilité nouvelle, hein, puisque ING Direct a été cédé aussi, et un plan de développement de renfort d'équipe là qui va pas tarder. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement sur ces enjeux actuels d'attractivité? Alors effectivement, la taille d'ING fait qu'on a des problématiques qui sont quand même assez différentes des vôtres, puisque ING, c'est
c'est 60 000 personnes dans le monde. Donc quand on attire des talents, le problème, c'est surtout maintenant qu'il y a tout cet univers de start-up depuis déjà plusieurs dizaines d'années qui nous concurrence sur la chasse aux talents, c'est comment faire pour pas qu'ils se sentent comme juste un autre numéro. Donc pour ça, la seule possibilité, c'est de leur montrer, qu'ils auront la visibilité, la possibilité de progresser, également une certaine autonomie. Et la manière dont on l'a mis en place, c'est déjà d'avoir la structure la plus plate possible. Donc à Paris, il y a 250 personnes. On est au maximum 2 à 3 niveaux hiérarchiques. Donc il n'y a pas vraiment de middle management. Il y a également le fait que dès leur intégration, on essaie de les mettre en avant, en tout cas pour les juniors, en leur donnant la visibilité qu'ils n'auraient pas eu il y a même une dizaine d'années. En tout cas, moi, quand j'ai commencé dans l'industrie, c'était clairement pas le cas. À part mon PC, je ne voyais pas grand monde. Donc, typiquement, sur les dossiers qui vont être présentés, que ce soit en crédit ou même vis-à-vis des clients, ce seront eux qui seront en première ligne. Donc, il y a une vraie responsabilisation, une autonomisation et une vraie visibilité. Et puis enfin, il y a tout un sujet de formation et de progression qui est aujourd'hui, qui ne peut plus être vertical. Donc, on va les pousser, mais bon, après, ils attrapent la balle s'ils le veulent, mais sur le fait d'aller voir d'autres équipes. Donc, typiquement, on a mis en place tout un programme qu'on appelle STA, donc des Short-Term Assignments, où on va les envoyer. Donc là, moi, aujourd'hui, responsable financement, ils vont aller faire, moi j'ai aujourd'hui une junior qui est à Singapour en équipe financement d'acquisition pour 6 mois. J'en avais un l'année dernière qui était à Londres en risque, infrastructure, et il y a 1 an et demi, un autre qui était à New York en financement de fonds. Donc à chaque fois, ça permet d'aller voir d'autres géographies, d'aller s'enrichir d'autres visions de la banque sur d'autres produits, de revenir. Avec ça, ils auront fait grandir leur réseau, leur expérience, la manière dont ils vont voir d'autres pays également. Donc c'est toujours profitable pour eux et pour nous aussi. Et ce qui veut dire aussi que par rapport à certaines banques peut-être plus structurées ou plus processées, ce genre d'entité, c'est sur ce levier-là que vous jouez, sur cette un peu liberté qui est un peu plus laissée ou autonomie qui est un peu plus laissée. Absolument. D'autant qu'en plus, on ne va pas se mentir, en France, on est challenger. Oui. Donc dans la value proposition pour les juniors et en particulier sur les talents, c'est clé pour nous. On a besoin de gens qui ont envie de challenger. Et qui ne s'inscrivent pas dans juste more of the same, c'est juste pas possible. Les financements structurés, il y a aussi beaucoup de banques classiques françaises très fortes, les CACIB, les AG, les BNPP. Tout à fait. Alors, ils sont tous aux abois sur les mêmes profils. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça que c'est notre meilleur vivier pour nous de talents, pour être clair. Donc, c'est là souvent qu'on va chercher des gens aussi grâce à cette value proposition. Donc, en leur disant, par rapport à la banque où vous pouvez être aujourd'hui, vous aurez plus d'autonomie, plus de visibilité et sans doute plus de progression. Donc voilà, en effet, quelques exemples qui sont les leviers pour pouvoir attirer des personnes qui sont de toute façon toujours très chassées. Si on travaille maintenant un peu plus nos réflexions sur les sujets rétention, je pense que ce serait intéressant et on a 2 très beaux exemples. Peut-être Cécile, puisque je profiterai juste après pour présenter aussi Arbia. Cécile, ce qui serait intéressant, c'est vous proposez quelque part des outils qui permettent d'accroître la motivation des collaborateurs, mais pas que. Mais on peut déjà commencer par comment finalement ces solutions et vos solutions permettent d'accroître cette motivation de collaborateurs. Oui, Corinne. En fait, chez KLS, on est un éditeur de logiciels et on a créé des outils pour les banques. Mais j'ai envie de dire, pas forcément pour les banques, mais surtout pour les salariés des banques. On outille en fait les métiers, et c'est-à-dire qu'on leur donne des outils pour leur quotidien et pour quelque part digitaliser quelques process qui étaient jusqu'alors très manuels, très chronophages, pas très intéressants du coup. Et c'est d'autant plus vrai dans les métiers notamment de la banque d'entreprise. Peu de choses encore ont été données et offertes en fait aux métiers de front et de middle, donc les métiers dont Grégoire parlait. Et je pense, moi j'ai la profonde conviction, d'abord parce que ça fait 20 ans que j'ai 20 ans de carrière de banquier derrière moi, de banquier d'entreprise, donc je l'ai vécu de l'intérieur et j'ai la profonde conviction qu'aujourd'hui on ne peut pas mobiliser et retenir en fait les talents si on ne leur permet pas de faire la banque autrement, c'est-à-dire de faire la banque non pas comme hier, mais de la banque de demain. Et pour ça, je pense qu'il faut miser sur la technologie. La nouvelle génération, vous le savez, elle est hyper connectée.
Elle a besoin en fait d'immédiateté, elle a besoin de pouvoir communiquer en temps réel en fait avec son écosystème. Donc lui permettre de pouvoir communiquer avec ses partenaires, avec ses clients en quelques clics, c'est absolument indispensable. Si vous leur laissez simplement comme outil le téléphone et le mail, c'est déjà très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'humain et de téléphone, mais leur proposer en fait des solutions qui puissent en temps réel communiquer, partager, que ce soit de la documentation ou des informations, c'est absolument indispensable. C'est aussi une génération qui a besoin de sens. Alors, tu en parlais, mais de sens aussi dans l'idée de se sentir utile et de ne pas passer du temps à faire des tâches totalement chronophages, administratives, que finalement aujourd'hui la technologie peut faire à leur place. Donc l'idée, c'est aussi de leur permettre de faire autre chose que de remplir des tableaux Excel, parce que dans ces métiers-là, il y a beaucoup de tableaux Excel. Et de finalement leur donner les moyens de montrer leur valeur et de donner le sentiment et d'avoir le sentiment de servir à quelque chose. Parce que ça permet de les concentrer sur leur vraie valeur ajoutée. Exactement, en fait. exactement. Et puis en plus, la dernière chose, c'est que je pense que c'est une génération aussi qui a une petite fibre entrepreneuriale. Ou en tout cas qui a besoin de participer à quelque chose, participer à une aventure. Et en leur fournissant des outils qu'ils vont pouvoir aussi adapter à leurs besoins, c'est-à-dire participer en fait à de la co-conception, c'est-à-dire réfléchir eux-mêmes en fait aux besoins qu'ils ont et comment en fait on va pouvoir les outiller. C'est beaucoup ce qu'on fait en fait chez KLS. En fait, tous les outils qu'on a pu créer, on les a co-conçus en fait avec nos utilisateurs banquiers au travers d'ateliers, au travers d'ateliers de design thinking, d'interviews. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils adorent parler de leur métier. Ils adorent parler de leurs problèmes aussi, bien sûr, mais pour en trouver des solutions. C'est vraiment une génération qui aime l'idée du faire ensemble. Donc, je trouve qu'aller leur proposer des solutions et des outils qui vont leur permettre d'être proactifs en fait pour leurs propres outils, c'est extraordinaire. Et ça peut même aller jusqu'à de intra-entrepreneuriat, ce qui est beaucoup développé d'ailleurs dans beaucoup de banques aujourd'hui. Et puis ce qui est un petit peu aussi l'ADN de KLS avec la fabrique by CA, un peu. Oui et non. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique puisque moi je suis en effet issue du groupe Crédit Agricole et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu ensuite créer KLS. Mais oui, dans le groupe Crédit Agricole, mais dans beaucoup d'autres groupes, il y a ces cellules en fait qui permettent à des salariés de pouvoir réfléchir et créer en fait les solutions de demain. Je pense que vraiment la technologie c'est l'outil qu'il faut pour conserver des talents et pour leur donner une envie et une trajectoire dans l'entreprise. Mais c'est vrai que la co-conception, et notamment à travers les ateliers de design thinking, qui permettent aussi d'aller de bout en bout du process, y compris avec les avocats qui interviennent, avec l'ensemble des acteurs de M&A, de tous les intervenants quand on est en financement structuré. Donc ça, c'est très important au niveau des collaborateurs, mais je trouve qu'également, et on l'a vu quand on a préparé cette table ronde ensemble, quelque part, l'intérêt aussi pour les structures, avec cette approche un peu systémique de ce qui se passe sur un deal, est aussi très pertinent. Oui. Au-delà de la fluidité pour le collaborateur. Exactement, et de l'intérêt pour le collaborateur, ça a un intérêt pour l'institution, en effet, d'avoir des outils digitaux adaptés. D'abord, un intérêt pour faire face en fait, au turnover, à l'impact du turnover, au risque comme clé. Avoir des outils digitaux qui permettent le partage, c'est conserver le savoir. Le deuxième élément, c'est aussi un moyen de faciliter l'onboarding en fait, des nouveaux et de faire monter en compétences grâce à des parcours en fait, utilisateurs qui sont experts. Et donc, on va pouvoir comme ça faire monter en compétences en fait, les collaborateurs. Et peut-être le troisième élément aussi, c'est avoir des outils digitaux sur des process métiers. C'est une façon aussi de standardiser des usages. Et quelque part éviter d'imposer la lecture d'une note de procédure à des collaborateurs, à des zoomers, comme on les appelle, et plutôt de les accompagner en fait dans leur process avec un parcours et une plateforme qui est pensée pour eux et très souvent avec eux.
Oui, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que une fois qu'on attire ces jeunes talents et qu'on veut les retenir, et quelque part, c'est aussi pas les mêmes attentes générationnelles, ce qui aussi oblige tous les managers à s'adapter, quelle que soit lui, sa génération d'origine. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Cécile, sur cette approche. Alors, je n'avais pas eu l'occasion de vous présenter Arbia Smithy, qui est en effet la fondatrice et la CEO d'une très belle fintech qui s'appelle Rosalie, et qui facilite en fait l'émancipation financière des collaborateurs. Et l'idée, c'est d'optimiser la gestion du budget des équipes. Et donc, ça va être l'occasion aussi, Arbia, de m'excuser pour mon retard, déjà. L'occasion. Et c'est aussi, surtout, voilà, l'occasion de se dire, Rosalie, dans justement un des leviers pour continuer à retenir de façon durable des collaborateurs. C'est vrai que c'est très innovant, cette idée d'émancipation financière, parce que ça donne l'accès à son salaire sur demande, et finir avec les fins de mois délicates, c'est quand même très important. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, tout à fait. En fait, avant même l'émancipation financière, la notion même de santé financière, on est encore loin là-dessus. Comprendre que la santé financière en fait des gens, et si en fait on montre qu'on s'occupe des santé financières justement de ces jeunes, de ces talents, etc., autant que leur santé physique, leur santé mentale, c'est la meilleure manière justement pour les garder, les engager, les fidéliser et surtout même les attirer. Le rapport au travail a totalement changé. Enfin, je pense qu'on le voit très bien. C'est pas forcément le travail lui-même qui a changé, c'est les gens qui travaillent en fait qui ont changé. Et le maître mot en fait justement de ce tsunami générationnel qui arrive, parce que 75% des actifs en 2030, donc demain, seront que la génération Y et Z, donc je me sens plus concernée, presque. En fait, ça va être la flexibilité. La flexibilité, c'est ce qu'on entend partout, flexibilité dans les horaires de travail, dans le lieu de travail, ce qu'on appelle le télétravail, mais la rémunération aussi. Et la rémunération, peu importe ce qu'on dit sur la QVT, le sens au travail, etc., vous allez voir toutes les statistiques du monde, la rémunération se hisse toujours en premier. C'est l'argument numéro 1 qui attire tout le monde. D'abord ça, et ensuite en fait le reste. C'est plus nuancé en fonction des niveaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez avoir des dirigeants, c'est le projet global, évidemment. Donc, bien sûr, la rémunération est essentielle. Mais c'est le premier argument, vraiment dans toutes les statistiques. Mais en majeur et en moyenne, c'est vrai que forcément, l'argument financier est important. Tout à fait. Après, en fait, encore une fois, la rémunération, ça ne veut pas dire salaire. Rémunération, tu as tout un package de rémunération. Et package de rémunération, il y a plein de choses dedans, notamment les avantages, les bénéfices, etc. Et donc, la flexibilité de la rémunération, c'est un, justement, avantage salarial qui doit et devient en fait obligatoire de plus en plus pour apporter cette flexibilité-là. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Nous, avec Rosalie, c'est venir se dire pourquoi en fait on est payé sur la base de 30 jours, là où la majorité des pays maintenant se sont lancés depuis d'ailleurs des siècles et des années sur le paiement en fait à la semaine, à la quinzaine. Et donc on a compris que c'était plutôt pour aller dans le sens du BFR des entreprises en Europe. Donc comment venir avec une solution qui apporte cette flexibilité de dingue pour les gens, pour justement recevoir leur salaire quand ils le souhaitent, accéder presque au cash instantanément, gratuitement pour répondre à leurs urgences, etc., sans toucher et changer les process des entreprises, que ce soit en termes de paye ou de trésorerie. C'est exactement ce qu'on fait. Donc en fait, on permet ça avec une application mobile qui permet aux salariés de voir son salaire gagné en temps réel, ce qui est déjà une innovation de dingue, parce qu'on est synchronisé automatiquement avec tous les logiciels de paye qui existent sur le marché, et de choisir en fait tout de suite d'avoir un acompte sur salaire instantanément en 2 secondes sur son compte bancaire. Donc l'idée justement, c'est, et je suis désolée de dire ça en présence de banque, mais vous inquiétez pas, on n'est pas là pour justement vous enlever complètement à la partie découvert bancaire prêt à la consommation, mais l'idée justement c'est d'apporter une alternative plus éthique, plus responsable justement aux découverts bancaires, les prêts à la consommation, qui sont les premières causes de l'endettement aujourd'hui, du surendettement et de ce cercle vicieux qui fait justement que ces gens-là rentrent dedans. Parce que c'est vrai qu'au-delà de l'importance de cette gestion et d'optimisation de budget, c'est vrai que ça répondait aussi à une attente extrêmement forte de marque employeur et d'avoir une preuve
de cette politique RSE très concrète. Exactement. Mais enfin, il y a un truc déjà avant même tout ça, avant que ça soit un avantage salarial, c'est une obligation légale. Mais c'est juste que beaucoup de gens ne savent pas ici, parce que vous êtes tous, à mon avis, des cols blancs. Moi je suis dedans. Il faut savoir que 80% de la population, c'est des cols bleus. Ils connaissent très bien la compte sur salaire. Ils toquent la porte de leur manager et de leur RH chaque 4 matins pour demander un acompte. Sauf que c'est fait de manière manuelle, hein, papier, très gênante, très complexe, très longue. C'est horrible. Donc en fait, c'est pour ça que ces gens-là préfèrent recourir au découvert bancaire et le prêt à la consommation. Et le but, justement, c'est juste apporter cette alternative pour qu'ils sortent du rouge, mais bien sûr, les accompagner beaucoup plus loin. Et c'est là où on parle d'éducation financière. Éducation financière qui est très importante et qui ne s'arrête pas à la pédagogie. Il y a énormément de contenu dans tous les sites de la Terre, notamment sur la Banque de France, mais qui va sur le site de la Banque de France pour lire un blog sur comment gérer son budget? Enfin, surtout, je pense en fait à un ouvrier, un chauffeur, une femme de ménage. Enfin, non. Ils cherchent vraiment de l'éducation financière de manière concrète, simple, vulgarisée, démocratisée, accessible. Et donc, on l'apporte avec plein de fonctionnalités qu'on a. On a par exemple une messagerie automatique en ligne avec des assistantes sociales, des conseillers financiers et justement des diplômés CESF. Donc, on conseille en éducation familiale et sociale. Et ils répondent en 24 heures. C'est des humains, c'est pas de l'IA derrière. Donc, déjà, ça décomplexe pas mal de choses. C'est des gens de leur propre canapé, leur propre lit, qui nous racontent leur vie, qui nous racontent leurs gros problèmes, qui leur posent des stress financiers de dingue, sachant qu'une personne, un employé aujourd'hui, passe 6 à 7 heures de son temps de travail par semaine à réfléchir à ses problèmes d'argent. Donc juste imaginez les conséquences sur la productivité en fait dans l'entreprise. Venir en fait pour enlever une part de ce stress financier ou de cette anxiété financière, c'est ça en fait qui a des conséquences directes en termes de ROI, en tout cas pour les entreprises, pas seulement sur leur marque employeur, sur leur politique sociale qui sont bien sûr très évidents, mais aussi sur la productivité, l'attractivité, l'engagement, la baisse de turnover, qui sont énormes aujourd'hui, juste avec justement ce changement de rapport et de taux, en quelque sorte, auto-gestion de son propre salaire, cette émancipation financière qui est très très importante, qu'on voit en fait auprès de nos centaines de milliers d'utilisateurs aujourd'hui et qui ne touche pas que des cols bleus. Enfin, j'insiste encore une fois. Justement, est-ce que vous avez plusieurs clients qui sont dans les services financiers? Parce qu'on pourrait se dire, en effet, on va privilégier les personnes qui ont le plus de difficultés, ouais, en fait, mais en fait, pas que. Ouais, j'avoue qu'en fait, au départ, quand on me demandait c'est quoi ma cible, je disais tout le monde, à part les banques, les boîtes de conseil et les startups digitales, en pensant que c'est ça les boîtes de col blanc. En fait, pas du tout. J'ai découvert en parlant avec tous les groupes bancaires que 80% de leurs salariés en fait, sont payés autour de 2 000 € net et moins de 2 000 € net par mois. Donc, on est vraiment sur les cols bleus parfaitement. Parce que vous pensez aussi aux gens qui sont dans les agences, etc. Pas que en fait, les gens au siège. Ça c'est sûr. Et après, la compte sur salaire est une obligation légale déjà en France. Donc quand une entreprise la met en place, c'est pas que pour les gens dans l'usine ou dans l'entrepôt, mais aussi les gens du siège. Et c'est là où on voit énormément en fait le décalage entre la raison au départ pour laquelle ils ont souscrit à Rosalie pour la mettre pour les cols bleus et voir en fait l'usage derrière qui était 50-50 entre les gens du siège et les gens de l'usine. Pourquoi ? Parce que ces gens-là en fait n'osaient pas encore plus que justement les gens de l'usine à venir demander un acompte en fait à leur RH. Et c'est eux qui consommaient en fait les découverts bancaires systématiquement et les frais à la conso. Et donc leur ramener justement une application beaucoup plus accessible, confidentielle, anonyme, très simple et décomplexée, ça permettait justement d'apporter une alternative pour ces gens-là en premier avec les autres. Ouais. Donc oui, c'est le cas. Ça concerne tout le monde. Donc comme vous le voyez en fait, que ce soit des outils de fluidité ou d'intérêt financier évident, il y a les bénéfices collaborateurs et il y a aussi, j'allais dire, toute la productivité aussi qui est apportée à l'entreprise, puisque ça fait en effet gagner au niveau des process et beaucoup de temps et d'efficacité. Parmi les... Chloé, on a eu l'occasion aussi sur les sujets de rétention et parmi les leviers, vous aviez en effet zoomé, ce que j'avais trouvé intéressant, sur la stimulation intellectuelle que représentait l'activité, sur cette richesse d'innovation. Donc en quoi aussi le fait de travailler dans de l'innovation est un élément de rétention ? Oui, tout à fait. En fait, on s'est aperçu que dans l'entreprise, donc on fait beaucoup de R&D digital, mais beaucoup de R&D tout de même. Et en fait, à un moment, pour des raisons économiques, j'ai voulu me séparer d'un outil
qui n'était plus adapté et assez complexe. Et en fait, ça impliquait de revoir pas mal de choses dans notre infra, etc. Et tout à coup, l'ensemble des collaborateurs, toute mon équipe tech s'est sentie pris de cette mission incroyable. Il fallait changer l'infra, il fallait tout refaire, etc. Et d'aller chercher plein de choses très différentes. Et au-delà de ça, en fait, quand nous, pour attirer des talents, en fait, il y a une vraie difficulté. On travaille sur tous les enjeux de la transition écologique. Donc, en fait, on touche à des choses très différentes. Un jour, on va parler biodiversité, un autre retrait et gonflement d'argile, troisième potentiel solaire. Donc, il faut une vraie ouverture d'esprit. Donc, quand on recrute des talents, on cherche des gens qui sont très ouverts à switcher d'un sujet à un autre. Et ça, le travers qu'après, il va falloir vraiment, en permanence, les nourrir pour que ce soit toujours changeant. Et c'est vrai que par rapport à ça, la jeune génération n'a aucun problème pour passer d'un sujet à un autre, etc. Beaucoup plus que j'ai pu le voir dans le passé. Et que grâce à ça, en fait, la curiosité intellectuelle qu'on peut créer dans une entreprise sur plein de sujets, hein, je vous parle de la mienne, mais voilà, je pense que c'est un vrai facteur de rétention parce que finalement, je suis d'accord avec toi que le salaire fait venir, mais après, ce qui fait partir, c'est en général le mauvais manager ou l'ennui, hein, qu'on soit bien clair. Et donc, en fait, la tension intellectuelle, ça ne veut pas dire le stress du tout, hein, c'est vraiment la mise en mouvement intellectuel. Je pense qu'elle favorise énormément, et c'est ce que tu disais aussi, le fait de pouvoir avoir cette mobilité intellectuelle est vraiment, pour moi, le deuxième facteur, un facteur de rétention très, très important. Oui, parce que c'est la diversité aussi, c'est la curiosité, c'est la stimulation de la curiosité. Et par rapport à des profils très flexibles et agiles, le fait de renouveler à chaque fois, en effet, cette stimulation intellectuelle, surtout eu et on y réfléchit entre managers. On se dit, oh là, il n'a pas changé de sujet depuis longtemps. Tiens, on va lui mettre celui-là en plus. Sinon, il va s'ennuyer, il va réfléchir à aller ailleurs. Alors Marie, vous m'aviez également parlé du fait que vous pouviez disposer quelque part d'une belle dynamique aussi de mobilité. Ça rejoint un petit peu aussi une forme de stimulation intellectuelle eu égard aux populations. Dites-moi un peu plus là-dessus. Donc ce que je disais, c'était qu'on était en croissance pendant plusieurs années, donc ça a ouvert pas mal d'opportunités de carrière et on a toujours essayé de valoriser nos collaborateurs internes. En plus, comme on les connaissait, on pouvait faire des paris si jamais on était sur des technos ou des expertises qu'ils n'avaient pas initialement. Donc on en faisait une centaine par an. Évolution managériale, j'en ai parlé tout à l'heure en parlant de Paul. On a eu aussi des évolutions entrant, donc des gens de BNP Paribas qui nous ont rejoints, souvent sur des métiers de forte expertise pour justement apporter une expertise du groupe et puis le réseau du groupe aussi. Et on commence à avoir, mais pour les collaborateurs qui auraient plus de 3 ans chez Nickel, des mobilités vers BNP Paribas aussi. BNP Paribas est friand justement de la culture client qu'on a très forte et puis la culture d'entreprise aussi. On y envoie des talents qui sont assez chouettes et qui vont faire leur place au sein de BNP Paribas. Donc ça, c'est pour les mobilités. Après, sur les sujets aussi d'accompagnement, on a une problématique, nos RH, c'est peut-être faire comprendre aux gens qu'il y a des parcours de carrière sympas. Moi, je trouve qu'on fait beaucoup de mobilité et que c'est pas toujours quelque chose qui est beaucoup valorisé dans nos sondages et questionnaires internes. Alors, c'est toujours étonnant. Est-ce que les gens, ils n'ont pas l'impression d'avoir changé? Est-ce que c'est pas perçu comme tel? Est-ce qu'on les met pas suffisamment en avant? Est-ce qu'on les accompagne pas suffisamment en termes de rémunération sur ces changements? Enfin, toutes les questions sont ouvertes et on essaye d'y répondre avec l'équipe RH pour valoriser ça. Il y a le sujet de la rémunération aussi qui est important. Évidemment, on fait des sujets des acomptes, surtout les premiers mois de salaire quand les collaborateurs arrivent. On sent que c'est des moments où il faut les accompagner sur ces thématiques-là. Mais après, on essaye aussi de valoriser tout le package. Il y a le fixe, mais il y a plein de choses autour et donc de vraiment faire prendre conscience aux gens. Est-ce qu'un jour, on ira sur le système où on peut choisir un peu ces modules de rémunération? Certaines boîtes le font, notamment à l'étranger. Ça sera des sujets qu'il faudrait questionner aussi. On a son fixe et puis après, on voit si on fait plutôt du variable, plutôt de la protection sociale. On n'en est pas encore là, mais on avait ouvert le débat dans l'équipe RH. Donc voilà un peu pour les sujets de rétention et de mobilité. Et il peut y avoir aussi des packages sociaux qui peuvent être aussi plus intéressants en fonction de l'ancienneté ou de la pérennité ou du souhait de pérennité également. Jusqu'à présent, on avait essayé de renforcer, donc il y a un fixe, un variable et des choses autour, évidemment le télétravail qu'on valorise. On va sûrement aller aussi sur la valorisation de la mobilité géographique quand on fait des mobilités douces pour venir au travail. Enfin, on est sur tous ces sujets-là, bien sûr. Mais je pense que on a commencé à
à valoriser l'ancienneté. Typiquement, on accorde des jours de congés supplémentaires aux gens qui ont plus de 2 ans d'ancienneté chez Nickel. On s'est posé la question aussi avec nos partenaires sociaux et on a tranché, quand on passe un certain cap d'année chez Nickel, on valorise avec plus de jours de congés. C'est le seul sujet sur lequel on a fait une différence par rapport à l'ancienneté. Grégoire, tout à l'heure, vous évoquiez, donc là, plus pour l'attraction par rapport à d'autres styles d'équipe dans les financements, les structures plates, l'autonomie, même sur des juniors, des responsabilités end-to-end sur un deal, ce qui est assez rare. Et puis, on avait évoqué, lors de la préparation, aussi des pratiques managériales, et notamment le fait de... parce que moi, je pense que, bien sûr, le fait monétaire est important, mais on quitte souvent, parce que nous, on les voit dans nos bureaux de chasseurs, on quitte souvent aussi un job à cause du ou de la manager, hein, mais en tout cas du manager. Qu'est-ce qui est porté en attention dans les pratiques managériales d'un bon manager ou d'un bon MD chez ING? C'est une question vaste. Alors peut-être déjà pour commencer, je rebondirai sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que l'argent c'est important quand même. Hein. Donc, oui. On est tout à fait d'accord que c'est déjà un des premiers critères pour venir ou en tout cas pour partir aussi. Et c'est vrai que typiquement nous de notre côté, déjà on a mis en place le fait qu'on ait au moins une fois par an au niveau global une revue, un benchmark qui est fait. Sur chaque géographie et sur chaque fonction qui nous est fait pour voir où on se situe par rapport à nos peers. C'est important parce que ça ne reste pas lettre morte, surtout sur des métiers qui sont en forte tension, sur des métiers d'expertise. On s'est fait quand même pas mal poach des talents, notamment par la montée des fonds de dette. Ce qui nous a mis un peu un coup de pied aux fesses sur le fait de réajuster les fixes de manière assez substantielle de temps en temps. Donc c'est un vrai outil pour nous et c'est structurel aujourd'hui dans notre manière de regarder les salaires fixes à l'entrée, mais également pendant la carrière de nos collaborateurs. Donc ça c'est la première chose. Après sur la manière de manager, je dirais peut-être plus globalement, on a structurellement 2 fois par an une sorte de sondage qui est fait auprès de nos collaborateurs, là aussi de manière mondiale, même si ça peut aller au niveau par équipe. People Survey, ouais, exactement. Donc qui s'appelle, alors j'imagine que ça peut être appliqué aussi dans d'autres institutions, qui s'appelle l'OHI, donc Organizational Health Index, qui va à la fois voir de la part de chacun des collaborateurs ce qu'ils pensent de leur rôle, si c'est assez clair, si c'est ce qui leur plaît ou pas, à quel point ils sont motivés et ce qu'ils pensent de la stratégie de l'entreprise, donc le what, mais également sur la manière de faire, sur les process. Et ça, c'est 2 fois par an. Alors, c'est pas très long à remplir de la part du collaborateur. C'est très suivi aussi parce qu'ils savent qu'il y aura des résultats derrière. Donc, typiquement, là, on vient d'en avoir un il y a 2 semaines. Le taux de réponse était de 80%. Et à chaque fois, c'est décortiqué. Donc moi, c'est dans mes KPI, hein, particulièrement de savoir si les collaborateurs sont contents ou pas, et aussi sur le suivi qu'on va en avoir. KPI de variables. Exactement. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pris dans mon variable, absolument. Et c'est suivi de fait. C'est-à-dire que typiquement, comme vous le disiez tout à l'heure, on vient de lancer notre plan de développement pour 2026. Et celui-ci a été largement fait de manière bottom-up, puisque dans le cadre de cette OHI, de nombreux collaborateurs ont dit qu'ils voulaient contribuer. Très bien, qu'ils le fassent. Et c'est donc ce qu'on a mis en place. Donc dans chaque ligne métier, quel que soit le niveau, ceux qui voulaient contribuer ont mis la main à la pâte. Et ça a été un plan vraiment bottom-up. Et ça va également sur tout ce qui tourne autour de la mobilité. Je parlais tout à l'heure du fait que on avait mis en place ces STA, mais même dans la manière aujourd'hui dont les collaborateurs vont rentrer dans l'entreprise, on va mettre en place des rotations qui fait que sur leurs 3 premières années, ils vont faire entre 3 et 4 métiers différents. Et ils iront après sur celui qu'ils auront préféré, ou en tout cas sur celui sur lequel ils auront plus d'affinité. Donc par rapport à ce qui avait pu être dit un petit peu plus tôt, c'est aussi l'importance que d'avoir des gens qui ne soient pas juste dans leur silo, mais qui aillent s'enrichir des autres métiers. Parce que pour un banquier, c'est important d'avoir cette vue un peu hélicoptère pour avoir une meilleure délivrabilité. Et métier et international aussi. Absolument. En vision globale. Et vous l'avez tous un peu évoqué lors de la préparation, c'était aussi encore plus avec ces nouvelles générations et ces nouvelles attentes, le besoin d'avoir des feedbacks récurrents, d'avoir aussi de la reconnaissance. Donc il y a des styles managériaux qui ont émergé il y a déjà quelques temps, mais qui deviennent indispensables maintenant. Vous l'avez toutes évoqué et tous évoqué.
C'est quelque chose au quotidien que vous arrivez tous à gérer sans souffler trop ou de temps en temps c'est ah oui je sais d'accord. Comment vous vivez ça tous? Malgré tout très bien évidemment hein, Cécile. Oui très bien et moi je crois surtout que ce qui est très compliqué pour une génération qui n'est pas la génération Z comme nous à peu près, c'est d'accepter la volonté de cette nouvelle génération d'avoir des organisations à plat. Et donc, quelque part, il faut jongler entre le besoin d'avoir quand même un manager, c'est-à-dire un pilote, mais cette volonté que les équipes vont avoir que de ne pas se voir imposer quelque chose de vertical et d'être très contributeur, en effet. Donc, je crois que c'est un vrai défi qui est devant nous pour d'ailleurs conserver nos talents. Finalement de venir un peu casser la verticalité qu'on a connue, nous, au début de nos carrières, et d'accepter ça, et de leur permettre en fait d'être des contributeurs, mais tout en gardant quand même un cap, et le cap que l'entreprise fixe. Donc c'est vrai que c'est un challenge, mais je pense qu'il peut être relevé de façon assez facile si on en est vraiment conscient et si on s'en donne les moyens. Donc, juste pour finir, alors c'est vrai que malgré tous les efforts, de temps en temps, certaines équipes ont besoin d'évoluer et nous quittent. Il n'en demeure pas moins que j'ai vu qu'il y avait quelques initiatives sympathiques, notamment chez Chloé et Marie, sur le fait de faire des communautés et d'animer des communautés d'alumni. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Si l'une de vous deux veut en parler, parce que vous avez un peu un système très... Similaire à vous. En effet, nous, ça nous semble assez logique qu'au bout de 3 ans, des jeunes qui font de la data science sur certains sujets chez nous aient envie de voir un autre environnement, etc. On n'a pas cru aussi vite que Nickel, donc on a moins de postes en mobilité, donc ça paraît normal en fait. Et donc finalement, nos collaborateurs nous quittent plutôt très bons amis, c'est-à-dire que souvent, il m'arrive qu'il y ait un collaborateur qui me dise mais aussi parce qu'on a ouvert le sujet en amont, quand la personne est là depuis 3-4 ans. Si tu veux partir, dis-le nous un jour, parce qu'on prendra 6 mois, on le fera ensemble. Et donc souvent, ils nous le disent 6 mois avant, ce qui nous permet qu'ils soient même force de proposition sur le recrutement, qu'ils puissent accompagner en biseau. Et surtout, en effet, on a une communauté d'alumni et tous les ans, on fait une grande soirée. Et après, quand on fait des pots, il y a toujours des anciens qui viennent, mais il y a la soirée des alumni où tout le monde vient. Et c'est vrai que c'est génial parce que c'est des relais, finalement, ils vont pas très très loin. Et donc, soit ça permet de faire du networking intéressant, soit ils peuvent aller chez des clients ou des choses comme ça. Donc franchement, c'est un truc qu'on a développé qui est hyper positif. Chez Nickel, c'est un peu ça aussi. Et je trouve que c'est une bonne idée. Oui, les motivations, c'était les mêmes. C'est de la marque employeur aussi. D'ailleurs, c'est Lise qui est dans la salle aujourd'hui, qui a travaillé dessus. Elle est en charge du recrutement et de la communauté des alumni. Et moi, je trouve que c'est très bien qu'ils racontent aussi à nos collaborateurs internes qui sont très contents d'être partis, que c'est super ailleurs, mais qu'ils sont nostalgiques. Ça fait toujours plaisir à entendre. Je trouve que c'est une communauté qui est dynamique. Et c'est un sujet, en plus, ça me fait plaisir d'en parler parce que le turnover est toujours un indicateur négativement perçu en RH. Et à chaque fois, on nous demande notre taux de TO, c'est subi, etc. Et je trouve que c'est hyper bien de savoir aussi en faire une... voilà, ça s'impose à nous, mais faisons-en aussi un atout, quoi. Eh ben, merci à vous, c'était très intéressant. Et puis, continuez sur cette belle journée du Bank Tech Days. Mais c'est vrai que les sujets RH, c'est quand même essentiel. Merci à vous. Merci.